Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations de ce 13h. Le président du Ghana prend sa part de deuil après la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nana Akufo-Addo a envoyé des émissaires à Abidjan reçus hier par le président Alassane Ouattara. Plusieurs membres du gouvernement ghanéen, porteurs du message de compassion de leur chef de l'État, ils ont exprimé leur solidarité à la Côte d'Ivoire en cette période difficile. À Béoumi, les populations exhortées au vivre ensemble, une plateforme de la société civile et plusieurs ONG mènent des actions. Ces acteurs veulent contribuer à renforcer la cohésion sociale et la paix entre les communautés. Bientôt, une gare de moto-taxi construite dans la ville pour accompagner les jeunes dans leurs activités génératrices de revenus. Et puis 5 humanitaires nigérians, dont un employé de l'ONG française Action contre la faim, tués par les djihadistes. Ils avaient été enlevés dans le nord-est du Nigeria en proie au conflit contre Boko Haram. Des combattants affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont mis en ligne une vidéo montrant leur assassinat. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce jeudi 23 juillet pour Bamako. Au Mali, le chef de l'État prendra part aux côtés de plusieurs de ses pairs à une mission des chefs d'État de la CEDEAO, conduite par le président en exercice de cette organisation, Mahamadou Issoufou. En vue de la résolution de la crise au Mali, le président de la République regagnera Abidjan en fin de journée. Au Mali, justement, malgré la mission de la semaine dernière, aucun accord entre pouvoir et opposition n'a été trouvé. Ce jeudi, il faudra un compromis et mettre toutes les parties d'accord sur le plan politique. La Cour constitutionnelle continue aussi de cristalliser les tensions depuis qu'elle a invalidé une partie des résultats des élections législatives en mai. Selon l'opposition, elle a favorisé la majorité présidentielle. Et avant ce départ au Mali, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec une délégation venue du Ghana. Plusieurs membres du gouvernement ghanéen, hier à sa résidence de Cocody, ils étaient porteurs des messages de compassion du président Nana Akufo-Addo suite à la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Ouattouré. La délégation ministérielle ghanéenne, conduite par la ministre des Affaires étrangères, Mme Shirley Ayoko-Bochwe, est venue traduire la solidarité du président Nana Akufo-Addo au président de la République Alassane Ouattara, au gouvernement et au peuple ivoirien suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. This is a delegation of 3 ministers of state. C'est une délégation de 3 ministères d'État du Ghana qui a été envoyée ici. Nous sommes donc ici pour présenter nos condoléances et compatir avec vous et vous dire que votre perte est aussi notre perte. La perte de l'ancien Premier ministre n'est pas juste la perte de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique et même du monde entier. Parce qu'aux Nations Unies, nous avons appris que les drapeaux étaient en berne. Et cela prouve qu'il a laissé une marque indélébile, non pas seulement ici, mais ailleurs dans le monde. Que son âme repose en paix dans le sein du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour présenter nos condoléances, mais aussi pour compatir avec son Excellence le Président Alassane Ouattara. La ministre des Affaires étrangères n'a pas manqué de relever la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Vers une réorganisation du secteur du système statistique national, une harmonisation du cadre réglementaire, un fonds national sera également mis en place. Les députés ont adopté en commission un projet de loi. Des détails avec Cheikh Koné. C'est à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale que le projet de loi modifiant et complétant la loi portant organisation du système statistique national a été adopté. L'objectif de cette loi défendue par l'émissaire du gouvernement, la ministre Niali Kaba, est d'harmoniser le secteur de la production de statistiques pour éviter d'occasionner des conflits de compétences entre les différentes structures publiques sur place. Le statut de l'Institut national de la statistique, qui est aujourd'hui une société d'État, c'est la seule structure de production nationale de la statistique qui est société d'État dans la sous-région, parce que nous ne générons pas suffisamment de ressources pour assumer ce statut. Donc nous avons demandé l'accord des députés pour en faire une agence d'exécution avec une souplesse de gestion tout en ayant donc
ce contrôle rigoureux de la Cour des comptes et du ministère de l'économie et des finances. Ce test prévoit la mise en place d'un Fonds national de développement de la statistique, FNDS, qui pourrait être alimenté par une parafiscalité. La production statistique constitue un outil privilégié pour la planification et la programmation. Elle fournit aux décideurs une base fiable pour l'élaboration, la gestion et le contrôle des politiques publiques. Ces politiques publiques appelées à continuer dans un environnement de sécurité, les effectifs de l'armée se renforcent. Aujourd'hui s'est tenu le baptême de la 51e promotion de l'école des forces armées de Zambakro. Les officiers de la promotion et émergence de l'EFA ont aussi reçu leurs épaulettes. Ils sont 110. Ils ont reçu leurs attributs des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État. Et la Côte d'Ivoire est au front contre la Covid-19. Le pays continue le combat pour arriver à bout de la pandémie. Le ministère de la Santé a fait le point hier de la Covid-19. 202 nouvelles contaminations enregistrées. La Côte d'Ivoire compte désormais 14 733 cas confirmés, dont 8 995 personnes guéries, 93 décès. Le gouvernement continue la sensibilisation, le respect des gestes barrières pour mettre fin à la maladie. Et dans la lutte contre la Covid-19, chacun s'implique. Les anciennes basketteuses volent au secours des familles vulnérables à Port-Bouët. Elles ont offert des kits sanitaires et des produits alimentaires aux populations défavorisées de la commune. Astou Touré. Du porte-à-porte pour soulager les populations vulnérables de Derrière-Ouarf dans la commune de Port-Bouët. C'est une initiative des anciennes basketteuses de Côte d'Ivoire, l'APSI, pour accentuer la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus. En ce temps assez délicat de la Covid et avec les restrictions étatiques, nous avons décidé toutes de pouvoir faire un geste symbolique. Et c'est ici qu'on est venu pour pouvoir juste aider un peu. Plusieurs familles ont bénéficié de ces kits sanitaires et alimentaires, composés entre autres de pâtes alimentaires, d'huile, de riz, de lait, de gel hydroalcoolique et de masques de protection. Un geste qui vient au moment opportun selon les bénéficiaires. En cette période de Covid, c'est difficile, rien ne marche. Je remercie les anciennes basketteuses de m'avoir donné ce présent. La personne de Rawaf a besoin vraiment qu'on les soutienne. Parce que nous sommes dans un moment difficile. Avec l'histoire des pandémies que vous voyez, il faut que vraiment les gens de bonne foi aussi c'est là pour soutenir d'autres personnes qui sont dans le besoin. C'est le moment où on a vraiment besoin de ça. Et aujourd'hui, Dieu a fait la grâce, ils nous vont dire merci à Dieu. L'Association des anciennes basketteuses de Côte d'Ivoire, créée en 2016, compte plus d'une 50aine de membres à travers le monde et œuvre dans le social. Ce don de kits aux populations de Port-Bouët est estimé à plus d'1 million de francs CFA. Et dans la lutte contre la Covid-19, on va le voir avec Abou Sanogo. Le village SOS d'Abobo n'est pas oublié. Le réseau des vainqueurs est aux côtés des pensionneurs de ce centre. Cet organisme humanitaire a fait don de matériel sanitaire et des vivres aux enfants. Ce sont des cache-nez, du gel hydroalcoolique, des seaux à robinet, des poubelles, des téléviseurs et bien d'autres qui ont été offerts au village SOS d'enfants d'Abobo en vue de renforcer ses moyens de lutte contre la pandémie de coronavirus. Ce don s'inscrit dans le cadre des actions sociales initiées par le réseau vainqueur d'hommes d'affaires en faveur d'une organisation humanitaire. Notre devoir, c'est d'apporter réellement un soutien à ceux qui en ont besoin. Et c'est pour ça que ce village, le village SOS, a été choisi. Et c'est pour ça que ces enfants ont été les enfants choisis. C'est avec une grande joie que les responsables, le personnel d'encadrement et les mamans des familles du village SOS d'enfants d'Abobo ont accueilli ces dons. Un élan de solidarité qui permettra de redonner espoir aux orphelins du village dans ce contexte de pandémie. Ce don vient à point nommé parce que c'est vraiment nos besoins. Tous ces éléments-là qui nous permettent de respecter vraiment les mesures barrières. Parce qu'il faut dire que c'est des choses qu'on utilise au jour le jour. Donc on en avait vraiment besoin. Cela fait maintenant 71 ans que cette idée de société sociétale dénommée Village SOS a été créée par l'Autrichien Herman Mineur. Et la Côte d'Ivoire compte à ce jour 3 villages SOS d'enfants, précisément à Abidjan, à Boissot et Yamoussoukro, qui vivent essentiellement de dons.
Vous en avez entendu certainement parler, c'est une information qui a fait le tour des réseaux sociaux. Lancée par une chaîne d'information, la mort d'un chimpanzé aux eaux d'Abidjan dans le mois de mai dernier. Une situation attribuée à une mauvaise gestion des animaux. Le primate serait mort de faim, ce que dément le ministre des Eaux et Forêts qui s'est rendu sur place. Éric Goré. Je demande si les animaux sont bien nourris. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour envoyer qui que ce soit. Alain Donvoyi, ministre des Eaux et Forêts dans le zoo d'Abidjan, pour montrer à la presse nationale et internationale les conditions de vie des animaux pensionnaires du zoo d'Abidjan. Allez voir, ces animaux respirent la grande forme. Ils ont le temps de souhaiter bonne arrivée au ministre et à sa délégation. Alain Donvoyi entend à travers cette visite rétablir la vérité concernant les fake news relayées par une chaîne de radio internationale. Cette chaîne a, dans une de ses éditions, évoqué la mort d'un chimpanzé lié à la faim. C'est un incident qui a eu lieu il y a 2 mois. Et cet animal est mort d'une gastro. Donc ça peut arriver. Voilà. Les singes sont bien nourris, ils ne sont pas maltraités, ils sont très bien nourris. Mais il peut y en avoir qui meurent. Ça, c'est médical. Il a été malade. J'ai été contacté. Nous avons administré les soins qu'il fallait, qu'on jugeait appropriés pour les symptômes présentés. Mais malheureusement, il n'a pas survécu. Ouvrant la porte du zoo à tous les journalistes, le ministre des Eaux et Forêts entend éclairer la lanterne des populations. Nous sommes passés en un an de moins de 100 visites par jour à environ 500 visites par jour en moyenne. Donc je pense que tout cela mérite d'être su, d'être dit. C'est parce que nous avons l'habitude de travailler sans faire beaucoup de bruit. Nous avons à cœur de maintenir ce zoo-là en bon état, de nourrir nos animaux. Les agents commis à la tâche le font de façon régulière, selon le ministre. À l'image de cet éléphant qui consomme 200 kg d'herbes, 50 kg de féculents et 40 kg de fruits par jour. Et on va s'intéresser à présent au foncier rural. Un processus de délimitation des territoires du village est lancé en 2016. La 4e évaluation, c'est fin septembre prochain. Les bailleurs de fonds, les responsables de l'agence foncière rurale se sont rencontrés. Plusieurs acteurs autour de la question lors d'un atelier. Des détails avec Noël Diagno. La délimitation des territoires des villages, DTV, objectif majeur dans la politique nationale de sécurisation foncière rurale, à travers les phases 1 et 2, va connaître sa 4e évaluation à fin septembre prochain. Quand on sait que l'évaluation d'un projet demeure l'épine dorsale de sa réussite, les responsables de l'AFOR, Agence foncière rurale, se sont donné les moyens d'arriver à ce rendez-vous avec une connaissance exhaustive des acquis, des insuffisances et des perspectives. Surtout que la crise sanitaire est passée par là. Nous sommes confrontés cette année à une grave pandémie de la Covid-19 qui a eu une répercussion sévère sur l'avancement des dossiers. Donc, mais malgré cela, et dans la mesure des possibilités qui nous sont offertes avec, disons, les mesures anti-Covid, nous nous attelons avec nos partenaires pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Malgré tout, des acquis notables sont enregistrés. Le projet est divisé en 3 grandes activités. La sensibilisation des populations, où nous avons complété pratiquement à 100% sur l'ensemble des régions. Après ça, il y a également le recueil de l'historique, où nous sommes également à 100% de l'ensemble. Et après le recueil, il faut passer aux ouvertures de Léon, où on est à peu près à 60-70%. Et après ça, il y a les activités de bornage sur lesquelles nous sommes. Donc, grosso modo, nous sommes autour de 57%. Au bout de 30 mois d'activité pour le projet de la phase 1, PAF 1, nous sommes aujourd'hui à plus de 85% de taux de réalisation, après, malgré toutes les difficultés. Concernant le projet de la phase 2, le PAF 2, nous sommes aujourd'hui à 28% de réalisation, après 15 mois d'activité. Pour les perspectives, un souhait est formulé par les opérateurs du foncier pour impulser une nouvelle dynamique. On a des coups de pouce lorsque l'ASFOR fait des séances de sensibilisation au niveau départemental. On se rend compte que le mois qui suit, il y a un regain des chiffres. Après, il y a une baisse et ainsi de suite.
Donc aujourd'hui, ce que nous demandons en termes de perspective, c'est une sensibilisation de proximité. Notons que le programme d'appui au foncier rural dans sa phase 1 doit permettre la délimitation de 1740 territoires de villages dans 37 départements répartis dans 19 régions. Quand le programme 2, lui, va conduire à la délimitation de 1100 villages dans 15 départements de 13 régions du pays. Et bientôt, la mise en place de l'interprofession de la filière Carité en Côte d'Ivoire. Les travaux ont démarré depuis hier. Ils vont aboutir à la formation des collèges des producteurs, des commerçants et des transformateurs. C'est une richesse agricole qui sera désormais mieux structurée. Francis Boifo. La filière Carité en Côte d'Ivoire, c'est 10 000 tonnes de beurre en 2019, 50 000 tonnes d'amandes sèches et des milliers de producteurs. Plus de 150 000 productrices à la base entendent sûrement via l'Internet et autres moyens de diffusion que le Carité, c'est l'or des femmes. Malheureusement, elles n'en profitent pas. C'est donc de notre devoir d'être organisés pour négocier des contrats groupés, des ouvertures à l'international. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural recommande la mise en place de l'interprofession pour assainir la filière. Avec l'interprofession, nous pouvons accompagner ces femmes-là pour les autonomiser, pour que ces femmes-là puissent être fortes dans la production et leur donner des matériels de transformation. Nous demandons à partir de l'interprofession la fixation du prix de l'amande de qualité. Cela permettrait aux acteurs, à l'interprofession, de fixer le prix du kilo du beurre de qualité. Donc ce sera un prix uniformisé sur tout l'étendue du territoire national. Bientôt, l'interprofession de la filière Carité verra le jour. Les travaux ont démarré à Abidjan. Il s'agit de former 3 collèges. Les producteurs, les commerçants et les transformateurs. Ils devront désormais parler d'une seule voix pour bénéficier de l'aide de l'État. Les ménages formés sur la gestion des ressources familiales, une initiative du ministère de la Famille. L'objectif est de bâtir une société stable. 400 ménages d'Abidjan outillés sur la question. La formation va durer 1 mois. Franck Quadio. Une vie, un projet. Une famille à construire, c'est tout un programme et cela passe par une bonne organisation. Gérer le budget familial suffit d'être pragmatique. Ce père de famille à Cocody a sa stratégie. Le plus important, c'est d'abord s'asseoir, faire un budget familial de dépenses mensuelles. Parce qu'en général, et puis prévoir des enveloppes comme les factures par exemple. Mais à la pratique, cela n'est pas facile. Ils sont plusieurs à le reconnaître. Et la structure familiale est gage de stabilité sociale. Le ministère de la Famille l'a compris. Une formation de 400 ménages sur la gestion des ressources familiales est initiée. Le constat que nous avons fait, c'est que la plupart des personnes ont du mal à boucler les fins de mois. Et donc nous avons compris qu'il y a véritablement un souci à corriger. Raison pour laquelle nous initions cet atelier de formation pour renforcer les capacités des ménages. Des communes concernées et dans chaque commune, 40 ménages à sélectionner. La gestion du budget, le planning et l'accès au bonheur familial sont les 3 modules enseignés. La gestion rationnelle, c'est-à-dire comment gérer de façon rationnelle le budget de sorte à ne pas se retrouver endetté. C'est-à-dire montrer les techniques de sorte à ce que les dépenses de la famille ne soient pas élevées par rapport aux gains, aux revenus de la famille. Au nom du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Owo Anindie a rappelé l'intérêt de la démarche. Au-delà de la gestion budgétaire, c'est celui du repositionnement de la notion de famille. L'enjeu est bien perçu. Il faut nous apprendre. Il faut que ça donne au moins un bon résultat. Pour que aussi nous sommes plus quand même formés sur nos enfants, nos soeurs. Oui, mais moi, j'essaie de gérer d'une manière. Quand je perçois mon salaire, je divise ça d'abord en 4 parties. Une partie pour les popotes, une partie pour les maladies, une partie que je garde et une autre pour moi acheter de tous les enfants. La formation de 400 ménages à la gestion des ressources familiales. L'opération démarre ce 20 juillet par Cocody et Adjamé et va durer 4 jours, puis 1 mois pour l'ensemble des districts d'Abidjan pour ensuite s'intéresser aux ménages de l'intérieur du pays.
Et une bonne gestion des ressources familiales pour une prise en charge efficace des enfants. Justement, leur épanouissement et bonne santé sont au cœur de cette initiative. Le bébé le plus choco, la 3e édition de ce concours vient d'être lancée. Jean-Marc Diadi nous le dira, les organisateurs mettent l'accent sur l'allaitement maternel. La 3e édition du concours du bébé le plus choco de Côte d'Ivoire est lancée. Elle débute avec les présélections et les votes en ligne dans 11 villes du pays. La structure 3A Organisation l'a annoncé lors de son point presse en présence de ses partenaires, dont le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour l'institution gouvernementale, ce concours est une opportunité de sensibiliser les populations sur la prévention contre les pathologies infantiles. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique apprécie avec un grand intérêt les activités organisées par l'organisation 3A. Que ce concours du bébé le plus choco, édition Côte d'Ivoire 2020, soit une véritable réussite pour une meilleure sensibilisation et prévention des populations ivoiriennes contre les pathologies infantiles. Ce concours cible les enfants de 3 mois à 2 ans. Il vise la promotion des enfants en bonne santé et le respect de leur suivi médical. Nous, parents, nous sommes beaucoup négligents. Nous ne suivons pas correctement les conseils des sages-femmes, des médecins. Et ce concours est venu pour pouvoir rétablir cet ordre-là. 2000 participants sont attendus à cette compétition. La finale est prévue pour le 14 août 2020 à Abidjan, avec aux sorties 4 lauréats. Et le tour de l'actualité, ce 13h nous emmène dans le centre du pays. On prône la paix à Béoumi. Plusieurs ONG mènent des activités pour renforcer la cohésion sociale. Les communautés exhortées au vivre ensemble. Bientôt des actions de développement dans la ville au profit des populations. Le reportage de Soro Corona. C'est sur cet espace d'environ 1 hectare que sera bâtie la gare des mototaxis à Béoumi. Une gare de mototaxis pour permettre aux acteurs de ce secteur d'exercer les activités tout en maintenant les conditions de paix et de cohésion sociale. Je suis ravi de ce lieu que le maire peut, tous les ONG on peut trouver pour nous, les transporteurs de mototaxis, aussi renforcer la paix et la cohésion sociale pour éviter les conflits au niveau de notre région. Cette gare est le résultat des actions menées par la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie et plusieurs ONG pour la résolution des malheureux événements qui ont secoué la ville de Béoumi l'année dernière. Pour dégager les perspectives heureuses afin d'éviter de tels drames, le bilan des activités a été dressé au cours d'une rencontre d'échange. Avant, ces acteurs ne se parlaient pas, mais désormais, ces acteurs se parlent et ils ont créé un cadre d'échange entre eux qui leur permet désormais de réfléchir sur la question de la cohésion sociale et de faire des dépassements au niveau politique pour penser désormais à la cohésion au niveau de leur circonscription. Ces actions de consolidation de la cohésion sociale et de renforcement de la paix sont saluées par les populations. On dit que nos enfants, on n'a qu'à laisser parole. Parole là, c'est rien. On ne gagne rien dans parole. On a parlé là, maintenant on est là. Moi je sais que parole là c'est fini. ONG, on doit leur dire merci. Sincèrement, ils ont bien travaillé. Parce que depuis à leur arrivée, c'était difficile. Ils ont tout fait pour nous mettre ensemble. Aujourd'hui, quand il y a un problème entre nous, on se retrouve. Et puis on discute. Ce qui n'est pas bon, on leur dit. Ce qui est bon, on fait ça. Cette rencontre d'échange a été le lieu de recenser les nouvelles propositions afin de garantir un climat de paix avant, pendant et après le processus électoral en cours. On reste avec Soro Corona. La région de Gbeke multiplie les prières pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La communauté musulmane des localités de Sakassou et Béoumi ont organisé une lecture du Saint-Coran. Les guides religieux implorent la miséricorde et le pardon d'Allah. Les séances de prière pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se poursuivent à travers le pays. Dans la région de Gbeke, les communautés musulmanes des villes de Sakassou et Béoumi ont organisé des séances de prière, des initiatives des guides religieux musulmans soutenus par le ministre Sidi Touré. Dans ces deux localités, les musulmans ont rendu un hommage digne et mérité à l'illustre disparu pour toutes les actions de développement menées, des réalisations qui ont changé le visage de Sakassou et Béoumi.
Les séances de prière ont été meublées par des lectures intégrales du Saint-Coran, des exhortations, d'immolation des bêtes, pour implorer le pardon d'Allah afin que dans sa miséricorde et son pardon accorde son paradis à Amadou Gon Coulibaly. Les officiants ont invité la jeune génération à copier les vertus qui ont caractérisé Amadou Gon Coulibaly. Fidélité, loyauté, amour du travail bien fait, discipline et amour du prochain. Le Premier ministre a quitté tragiquement la terre des hommes le 8 juillet dernier. Amadou Gon Coulibaly repose depuis le vendredi 17 juillet aux côtés de ses ancêtres à Korogo. Et les messages de condoléances continuent. Suite au décès du Premier ministre, les communautés de la CEDEAO rendent hommage à Amadou Gon Coulibaly. Ses ressortissants expriment leur soutien à la Côte d'Ivoire. Éric Goré. Le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ne laisse pas indifférents les communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire. C'est le cas des ressortissants de la CEDEAO. Cette association soutient la Côte d'Ivoire en ces moments difficiles. Nous venons ici humblement nous incliner, le cœur meurtri, à la mémoire de l'illustre disparu et lui rendre hommage pour son abnégation et son sens élevé du devoir. C'est le 8 juillet dernier que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pris de malaise, est décédé. Un décès qui a choqué le peuple de Côte d'Ivoire et la communauté internationale. Et cette brusque disparition continue de susciter de vives émotions à travers le monde. Cheikh Koné nous emmène à 13 000 km d'ici, en Corée du Sud. L'ambassade de Côte d'Ivoire rend hommage à Amadou Gon Coulibaly. Une trentaine de chefs de mission diplomatiques ont présenté leurs condoléances à la Côte d'Ivoire. En Corée du Sud, précisément à Séoul, la représentation diplomatique ivoirienne n'était pas seule à pleurer la disparition brutale de son Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly. 35 chefs de mission diplomatiques des pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Amérique et le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, tous venus témoigner leur solidarité à la Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette cérémonie d'hommage, l'ambassadeur Sylvestre Kwasi Bilé a énoncé les valeurs incarnées par l'illustre disparu, un homme d'une humilité légendaire et d'une grande loyauté. Il a terminé son propos en adressant ses condoléances ainsi que celles de ses collaborateurs à la famille du défunt, au président de la République et à la Côte d'Ivoire entière. Dans le reste de l'actualité, 5 humanitaires nigérians, dont un employé de l'ONG française Action contre la faim tué par les djihadistes. Ils avaient été enlevés dans le nord-est du Nigeria en proie au conflit contre Boko Haram. Des combattants affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest avaient auparavant mis en ligne une vidéo montrant leur assassinat. Le président du Nigeria a exprimé sa compassion pour les familles des 5 travailleurs humanitaires. Muhammadu Buhari a promis d'éliminer totalement les djihadistes. Et puis rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté ce jeudi Abidjan pour Bamako au Mali. Le chef de l'État prendra part aux côtés de plusieurs de ses pairs à une mission des chefs d'État de la CEDEAO conduite par le président d'exercice de cette organisation, Mahamadou Issoufou, en vue de la résolution de la crise au Mali. Le président de la République regagnera Abidjan en fin de journée. Et puis au Mali, justement, malgré la mission de la semaine dernière, aucun accord entre pouvoir et opposition n'a encore été trouvé. Ce jeudi, il faudra donc un compromis et mettre toutes les parties d'accord sur le plan politique. La Cour constitutionnelle continue aussi de cristalliser les tensions depuis qu'elle a invalidé une partie des résultats des élections législatives en mai. Selon l'opposition, elle a favorisé la majorité présidentielle. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est Abraham Lincoln qui disait « Un objectif bien défini est à moitié atteint ». C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve très bientôt.